Il est temps maintenant de passer la parole à Arnaud Munster qui va nous présenter un titre très gai. L'humanité est-elle sur la voie de sa destruction universelle, avec 3 grands philosophes. Mais là, vous avez une illustration d'Hannah Arendt, première épouse de Gunther Anders. Donc ce n'est pas du tout un hasard si j'ai trouvé cette photo pour illustrer le propos d'Arnaud. D'abord, une toute petite remarque préliminaire concernant l'ouverture de ce colloque par Patricia Troschmann. C'est évidemment, j'ai été très touché qu'elle a évoqué et rendu hommage à Robert Mizrahi, au grand philosophe juif qui nous a quittés le 1er octobre 2023 de l'année dernière. Donc, à l'âge de 97 ans. Il est mort à Tournedos-sur-Seine. Donc, à l'âge de 97 ans, il nous a laissé une très grande œuvre philosophique. Il n'a peut-être pas eu tout à fait, à la fin de sa vie, dans ces dernières années, la grande reconnaissance, la vraie grande reconnaissance qu'il méritait, mais je suis tout à fait d'accord avec l'hommage, les mots qu'a trouvé Patricia pour vraiment réparer cette dette que nous avons à l'égard de ce philosophe qui a eu un itinéraire, un parcours tout à fait exceptionnel, qui s'est trouvé à Paris sous l'occupation, qui est le fils d'un pauvre tailleur juif séfarade d'Istanbul, en Turquie, qui a émigré en France dans les années 20 et qui, en 1942-43, donc est obligé de porter l'étoile jaune et qui n'a échappé que de justesse, comme il le dit, il raconte dans sa autobiographie, La Nacre et le Rocher, qui a été publié en 2014, échappé de justesse à l'arrestation par la Gestapo et à la déportation, et qui finalement a rencontré tout à fait par hasard Jean-Paul Sartre, qui évidemment est devenu son guide. Je puis me permettre d'ajouter que son acte de liberté suprême a été d'arracher son étoile jaune. Oui, évidemment. C'est tout à fait exact. Et on peut dire qu'elle a eu une chance terrible, presque inexplicable, c'était le destin, qui n'a pas été arrêté. Et lui, il pense que c'était à cause du fait qu'il portait sur lui le livre d'un grand philosophe allemand qui était Schopenhauer, et que cela avait impressionné les soldats donc, allemands qui contrôlaient les cartes d'identité des Français. Donc, et voilà, il a été libéré. Donc vraiment, c'était, on peut dire, le destin. Ceci dit, il est vraiment il est devenu, alors dans des conditions vraiment exceptionnelles, finalement, professeur de philosophie morale à la Sorbonne. Et j'ai le connu personnellement parce qu'il a été, son œuvre principale, c'est un traité, le traité du bonheur, qui a été publié aux éditions du Seuil en 1981-83. Et finalement, il a été mon invité d'honneur au colloque sur Sartre que j'avais organisé en mars 2005 à mon université, c'est-à-dire l'université de Picardie-Jules Verne d'Amiens, où il est venu, et c'est là où on a commencé une petite relation presque amicale avec lui. C'était très impressionné par la conférence qu'il avait fait à cette occasion. Et donc, à partir de ce moment-là, je commençais à m'intéresser à son œuvre, aussi parce qu'il s'intéressait aussi un petit peu à l'école de Francfort. Il s'intéressait à Wilhelm Reich, il s'intéressait à Herbert Marcuse, et finalement, on s'intéressait aussi à Ernst Bloch. Je ne suis pas sûr, j'avais bien compris l'ampleur de l'œuvre, la vraie signification philosophique
de principe espérance, etc. Mais au moins, il a fait un grand effort pour le comprendre et pour, il faut dire que, évidemment, son œuvre est le produit d'une extraordinaire synthèse de pensée née à l'entrecroisement de la philosophie de Spinoza et de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. C'est absolument unique comment il a réussi cette synthèse, et finalement pour forger son œuvre majeure, qui est ce traité du bonheur, en défendant on peut dire, à une époque où on pensait que ça n'a plus aucun sens de défendre le bonheur, comme dit Freud, etc. Oui, comment est-il possible encore de penser à le bonheur après la Shoah? Alors, dans son œuvre, il montre qu'il est tout à fait possible, encore, malgré cela, ces catastrophes, de construire le bonheur à partir d'une conception de la subjectivité créatrice et à partir des concepts du désir et du plaisir, de la jouissance. Hein, c'est ça, sa philosophie. Donc, je pense qu'on en parle encore, parce que ces derniers temps, j'ai eu justement le temps pour étudier et lire encore plusieurs de ses ouvrages, et j'imagine qu'on pourrait peut-être faire quelque chose en commun, encore pour Misrahi, pour honorer son œuvre ce grand philosophe juif, d'ailleurs, qui avait aussi un certain lien avec le sionisme, n'est-ce pas, parce qu'il avait posé en 1946 une petite bombe au club des officiers britanniques à Londres, n'est-ce pas, en signe de protestation, alors s'associant à une époque où Israël, c'est encore le pays mandataire de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, où il y avait une résistance, même une résistance armée contre l'occupation anglaise. Ceci dit, c'était pour cela, elle a même été emprisonnée pour avoir tenté d'organiser, trouver des armes, n'est-ce pas, pour la résistance israélienne donc, contre l'occupant britannique. Voilà. Donc, voilà. Mon sujet, c'est évidemment, vous parlez aujourd'hui de trois philosophes qui ont pensé sur... donc j'ai intitulé ça « L'humanité ». Alors c'est la question, évidemment, de la menace de l'humanité à l'époque de la bombe atomique et sur la voie de la destruction que se trouve notre humanité, et cela à partir de réflexions consacrées à Günther Anders, à Hans Jonas et à Michael Fussell, qui, lui, est l'auteur, je vous rappelle, d'un livre qui s'appelle « La fin du monde, critique de la raison apocalyptique ». Donc, évidemment, quel est le caractère tyrannique de l'actualité qui nous sollicite maintenant tous les jours, disons, avec ces images terribles et horrifiantes qui nous sont transmises directement à notre domicile tous les soirs par la télévision. Donc, ces images apocalyptiques, des guerres, des pogroms, des bombardements, des destructions massives des habitations, ces images de dizaines de milliers de civils affamés, menacés de mort par la famine ou la malnutrition, en Afrique surtout, mais aussi au Proche-Orient. Ces images que nous devons maintenant regarder tous les jours dans l'indifférence, ou bien avec émotion ou indignation, dans une attitude d'impuissance qui est bien celle d'un spectateur face au naufrage d'un monde devenu fou, ayant perdu son équilibre et étant de plus en plus déchiré par des conflits aigus et des haines, d'un monde étant engagé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine sur la voie de son autodestruction. C'est-à-dire, ma thèse est évidemment que nous sommes actuellement, hélas, Hannah Arendt parlait toujours aussi déjà des
des temps très sombres. Ce sont des temps très sombres. Pourquoi? Parce que nous assistons à un effondrement moral de la politique au niveau mondial, avec des guerres d'agression, des violences, des massacres, voilà, du triomphe de la violence brutale et du droit et du plus fort sur le faible et du droit international. Alors, à des guerres terribles de destruction déclenchées par des tyrans, hein, comme Poutine par exemple, par des dictateurs, par des chefs omniprésents, qui évidemment, malheureusement, sont en possession d'armes atomiques et d'un bombe atomique qui leur donne évidemment la possibilité de détruire le monde entier. Donc, dans ce contexte, il est, à mon avis, intéressant et nécessaire de rappeler donc, ce que peut être l'actualité et ce que aussi devrait être la tâche d'une philosophie critique dans une telle situation. La tâche d'un philosophe, d'une philosophie critique attachée aux notions de justice, de l'égalité, de la liberté, de la justice sociale, face à de telles monstruosités qui nous ont imposé toujours. Nous pouvons résister. Mais là, on voit bien que les forces de résistance sont encore très limitées. Je ne dis pas qu'elles sont inexistantes, mais probablement il faudrait les mobiliser. Hegel disait, dans sa philosophie du droit, que la pensée, c'est le temps exprimé sous la forme de concept, die Zeit in Gedanken gefasst. Et cette formule faisait directement allusion aux grands événements historiques et politiques qui marquaient son époque, notamment aux guerres napoléoniennes destinées, en un sens, à exporter les acquis positifs de la Révolution française. Donc, par des guerres conquêtes dans les pays encore dotés de régimes monarchiques, donc, comme par exemple les États allemands. Donc pour lui, le grand philosophe de Berlin, comme il l'affirme dans sa philosophie du droit, le réel était toujours le rationnel, et le rationnel le réel. Donc pour Hegel, Napoléon incarnait vraiment l'esprit mondial sur un cheval. Or, à cette vision optimiste de l'histoire, Adorno, Horkheimer, l'école de Francfort, osaient cependant opposer précisément, dans le contexte historique de la montée du fascisme en Europe, la sentence, le réel, non, le réel c'est l'irrationnel, parce qu'au XXe siècle, avec l'émergence des totalitarismes, avec Hitler et Staline, la raison est vraiment devenue déraison, c'est-à-dire le triomphe de l'irrationnel, un peu partout dans la société moderne et contemporaine. Non seulement de la politique et de la culture, avec cette dérive totalitaire de ce délire du culte du chef charismatique nationaliste, tenant son peuple intimidé sous sa botte, et la propagation massive du mythe, par exemple, de la grande puissance, de la grande Russie, soi-disant invincible, incarnant la race forte, la domination mondiale. Donc, vu l'affaiblissement à l'échelle mondiale de ces dernières années, dans le monde entier, de la démocratie, du respect du droit, de la tolérance, du multiculturalisme, nous avons, je pense, toute raison de nous poser aujourd'hui la question de savoir, vivons-nous maintenant vraiment un retour à cette époque triste, à cette époque de l'éclipse de la raison, déplorée par Horkheimer et Adorno. Autrement dit, sommes-nous aujourd'hui, éventuellement, déjà de nouveau, avec la tragédie du 7 octobre 2023 en Israël et celle de la bande de Gaza aujourd'hui, avec ces bains de sang provoqués par des bombardements massifs frappant surtout les populations civiles? Sommes-nous aujourd'hui au seuil de la chute dans une nouvelle barbarie, déclenchée essentiellement, bien sûr, par le terrorisme islamiste et des régimes autoritaires? Donc, telles sont les tâches de la pensée critique face au nouveau triomphe du mal
radicale de la politique sous ses diverses et multiples formes d'expression. Donc, pourrions-nous nous questionner avec Michael Fussell, aujourd'hui, au bord d'un effondrement moral et politique du monde, où la croyance dans le progrès a cédé la place à l'angoisse, à la force et à la violence. Donc cette angoisse est-elle le signe réel de notre glissement progressif, de plus en plus inévitable, vers une guerre atomique d'extermination réciproque, vers le suicide préprogrammé de nos sociétés et de notre humanité par une guerre nucléaire dévastatrice? Donc, c'est là la grande question. Donc, évidemment, nul doute que nous vivons maintenant de plus en plus dans l'attente d'une catastrophe, dans l'attente de l'apocalypse. Et évidemment, dans son livre « L'obsolescence de l'homme », Günther Anders avait déjà constaté que nous vivons désormais dans une humanité pour laquelle le monde et l'expérience du monde ont perdu toute valeur. Comme le souligne Michael Fussell, cette affirmation relève d'une critique de la technicisation du réel, dont l'invention nucléaire constitue le point d'orgue angoissant. Anders veut montrer que les instruments techniques qui ne sont pas des moyens en vue d'une fin, mais des décisions prises à l'avance qui engagent l'avenir. La bombe atomique, par exemple, obéit à une logique qui lui est propre sans que la volonté humaine ne puisse rien changer. Le moindre de ces effets est infiniment supérieur à toutes les fins que l'humanité peut se fixer raisonnablement. La destruction universelle n'est pas seulement la conséquence de l'usage de la bombe, elle est à l'horizon de sa seule existence. Et Hans Jonas, précisément, réplique à ce sujet aux appels apocalyptiques de la Cassandre Anders avec une heuristique de la peur. Une heuristique de la peur est définie comme une passion spontanément rationnelle, plaçant l'humanité à sa propre finitude. Et comme le note Michael Fussell, cette passion constitue, à l'ère atomique, même la principale ressource critique à l'encontre de la toute-puissance technique de l'homme. Une certaine détresse s'oppose à l'illusion d'être à l'origine du monde et du pouvoir décider souverainement de l'avenir. Au XXe siècle, la peur constitue donc une expérience de la finitude qui est d'autant plus précieuse que l'humanité se trouve pour la première fois confrontée à la menace du suicide. C'est là où nous sommes. Et comme je l'ai souligné, entre autres, dans mon livre « Principe responsabilité » ou « Principe espérance », et vous avez cité la thématique centrale développée par Hans Jonas dans son livre « Le principe responsabilité » est le souci écologique pour l'avenir de nos générations futures. C'est la thèse que la menace qui pèse de plus en plus sur la vie de notre globe à cause des destructions écologiques causées par la civilisation technologique, elle doit nécessairement nous conduire à la formulation d'une nouvelle éthique susceptible de répondre à ces questions, tenant compte surtout du rapport de l'homme à la nature. Et c'est précisément dans cette perspective que Jonas esquisse en effet une nouvelle éthique de la responsabilité, dont les principes ne sont plus dérivés de concepts métaphysiques ou religieux, mais qui est fondée sur l'impératif inconditionné qu'une humanité soit, et sur l'idée d'une responsabilité ontologique à l'égard de l'homme et de la nature. Et cela va motiver Jonas de formuler l'impératif catégorique de Kant. Quand nous fêtons cette année le tricentenaire de la naissance, donc on a beaucoup de colloques sur Kant actuellement un peu partout en Europe et dans le monde. Donc Jonas veut reformuler ce qui est au cœur de l'éthique de Kant, l'impératif catégorique, et veut le reformuler écologiquement sous la formule nouvelle « Agis toujours en sorte que les maximes de ton action soient compatibles avec la préservation de l'environnement
de l'écosphère et de la nature. Donc, en ce qui concerne donc, les principes de cette nouvelle éthique pour notre siècle des technologies avancées, selon Jonas, le principe kantien d'obligation, figurant au cœur même de cette éthique idéaliste, fondée sur le devoir et sur l'impératif catégorique, devrait absolument être substitué par la force de conviction de notre sentiment et par la vérité atteinte par le savoir. Par conséquent, cette éthique nouvelle devrait bien être articulée à une science des prédictions hypothétiques, voire à une futurologie comparative, et dont la tâche première serait de consulter donc nos craintes préalablement à nos désirs, afin de déterminer ce qui nous tient réellement au cœur. Or, cette futurologie jonassienne exclut, hélas, dirais-je, tout horizon utopique, et particulièrement cette volonté utopique d'Ernst Bloch de réalisation des images de souhait de la conscience anticipante, comme elle est esquissée et développée par Ernst Bloch dans le principe espérance. Jonas a en effet écrit le principe responsabilité pour défier le principe espérance, en se lançant ainsi, ce qui a évidemment pu provoquer des remous dans une grande polémique contre l'auteur de cette grande trilogie philosophique rédigée par Ernst Bloch pendant son exil américain, comportant un grand abrégé des utopies sociales et des fondateurs du socialisme utopique français du XIXe siècle, Saint-Simon, Fourier, Proudhon, etc. Or, je reviens à Kant. Kant, en insistant précisément sur ce principe d'obligation de son éthique de devoir, nous enseignait « tu dois, donc tu peux ». En revanche, pour Hans Jonas, le premier impératif moral est qu'une humanité soit. Ce qui signifie que de facto, l'impératif catégorique kantien est ainsi tout simplement remplacé par ce que Hans Jonas dénomme l'impératif d'existence. Et cet impératif d'existence est bien articulé à un impératif ontologique, résultat de l'idée de l'homme qui sous-tend l'interdiction de jouer au va-tout avec l'humanité. Mais si, comme l'a justement souligné Paul Ricoeur, la rationalité ne cesse d'être subordonnée à l'ontologie, cette ontologie jonassienne, articulée à une heuristique de la peur, ne peut qu'être porteuse d'une crainte des dangers qui menacent l'humanité au niveau de son vivre et de son survivre. Et c'est évidemment dans cette perspective que Jonas esquisse, dans le principe responsabilité, une éthique de la préservation écologique qui dit explicitement oui à l'être et à la nature, sans qu'il faille absolument chercher, toujours de la nature, le modèle de la mesure à imposer à la dérive techniciste. Donc, il ne cesse d'appeler les hommes politiques et les parents à leur responsabilité à l'égard des générations futures et à l'égard du sauvetage des écosphères, en partageant avec Günther Anders la crainte, la peur de l'autodestruction de l'humanité par une guerre nucléaire. Mais à ce sujet, Anders est en effet beaucoup plus radical que Jonas, puisqu'il a combattu jusqu'à la fin de sa vie dans les rangs des pacifistes pour la suppression des armes nucléaires, la suppression de toutes les armes nucléaires à l'échelle mondiale, et même pour la destruction de tous les sites de production des armes atomiques. Et cela dans tous les pays du monde. Et c'était aussi le dernier appel solennel qu'il a diffusé largement dans le monde, juste encore avant sa mort. Donc, comme on peut le lire, entre autres, dans le deuxième volume de son chef-d'œuvre « L'obsolescence de l'homme », donc tardivement publié en traduction française, Günther Anders s'intéresse précisément à la différence de Heidegger, dont il avait d'abord été le disciple, au sujet de la technique, beaucoup moins que Heidegger à l'histoire de la métaphysique, qu'au monde de la technique en soi. Et il fournit notamment, avec son analyse de la fabrication industrielle, machiniste et sérielle, non seulement de marchandises, de voitures et d'avions, mais aussi de cadavres à l'époque du nucléaire et de la bombe atomique. Il fournit la preuve que,
comparé aux rares idées dans le ciel platonicien, le nombre de nos idées actuelles est infini, que le nombre des idées s'accroît quotidiennement en direction de l'infini, et que si nous périssons un jour, tôt ou tard, nous périrons en tant que victimes de ce second platonisme. Le savoir-faire est désormais devenu, donc tout simplement parce que les temps, à la différence des idées indestructible est désormais devenu, à l'ère de l'apocalypse nucléaire, le non-étant potentiel arbitrairement livré à la consommation et à la destruction. Donc, l'apocalypse qu'ont vécu les habitants de New York le 11 septembre 2001, l'apocalypse vécu par la population ukrainienne depuis 2 ans déjà à cause des bombardements incessants de l'aviation russe, que l'apocalypse vécu maintenant, déjà depuis 8 mois, par les habitants de la bande de Gaza, et celle vécue le 7 octobre 2023 en Israël par les habitants des kibbutzim dans le sud d'Israël, lors de l'horrible pogrom commis par la branche militaire du Hamas contre des citoyens juifs pacifiques, sans aucune défense. Tout cela, toutes ces horreurs, confirment seulement ce pronostic extrêmement pessimiste, lucide et désillusionné d'Anders. Ces événements tragiques ne confirment que le fait que nous nous rapprochons maintenant, évidemment, à cause des effets pervers du multilatéralisme, à cause du nationalisme ivre et effréné, conquérant et aveugle de certains, à cause de l'impérialisme expansionniste avec son cortège de crimes de guerre et de barbarie, à cause de l'esprit munichois bâillonnant de la résistance active contre le mal radical, ce que représente par exemple la tyrannie néo-tsariste de Poutine en Russie aujourd'hui, et surtout à cause de notre impuissance de mettre fin aux crimes consciemment commis par des dictateurs et les régimes tyranniques à l'échelle mondiale, en Europe, en Asie et en Afrique. Donc, nous approchons ainsi de la fin préprogrammée de l'humanité, très probablement par l'apocalypse nucléaire. Or, est-ce la fin de toute espérance? Donc, je dis non, il y a évidemment aujourd'hui... Vous avez 5 minutes. 5 minutes, oui. 5 minutes conclure. On va y arriver, oui. Aujourd'hui, donc, 77 ans après le largage de la bombe atomique par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki. Force est de constater que la continuité de l'existence de notre monde, tel qu'il est, de nos sociétés industrialisées, repose exclusivement sur quoi? Elle repose sur ce qu'on a l'habitude de nommer l'équilibre de la terreur, à savoir la certitude scientifique que l'utilisation de l'arme atomique par chacun des deux camps entraînerait à coup sûr une riposte si terrible de la partie adverse, avec des destructions massives et des millions de morts de chaque côté, qu'aucune des deux parties peut sérieusement envisager ou prendre la responsabilité de déclencher le premier cette guerre nucléaire. C'est là exactement où nous sommes. Et pour éviter cela, tout un système extrêmement complexe et sophistiqué de surveillance et d'alerte satellitaire a été installé aux États-Unis pour surveiller chaque action, toutes les manœuvres des parties adverses dans le but de signaler immédiatement la moindre action suspecte pouvant déclencher le processus fatal du déclenchement de la guerre nucléaire mondiale. Et cela a été efficace jusqu'à maintenant, mais cela n'a pas non plus pu empêcher qu'on a vraiment sérieusement frôlé la grande catastrophe nucléaire dans le passé. Et cela à 2 reprises. Premièrement, lors de la crise des fusées à Cuba en 1962, où le déclenchement de la guerre atomique par l'Union soviétique n'a été empêché pratiquement qu'au tout dernier moment par un message de la radio de Moscou, transmis à minuit. Et deuxièmement, ça c'était beaucoup plus récent, à Hawaï, sur les îles de Hawaï, où le 15 janvier 2018, à 15h33, donc il y a exactement 6 ans, des ingénieurs
américains chargés de la surveillance des installations et de la sécurité ont déclenché donc une fausse alerte atomique de grande envergure qui a complètement terrorisé la population des îles de Hawaï, provoquant entre autres la fuite, l'exode en masse de la population de leurs maisons d'habitation. Donc il avait tout simplement, cet ingénieur avait tout simplement pressé le faux bouton. Donc, et le suspense a duré exactement 42 minutes, et après ces 42 minutes, évidemment, ils ont annoncé que c'était, hélas, heureusement, une fausse alerte. N'est-ce pas? Donc il y avait quelqu'un qui avait poussé le faux bouton. Alors ça veut dire à quel risque nous sommes exposés pratiquement en permanence, parce que vraiment une toute petite erreur, n'est-ce pas, dans ce système, des erreurs d'estimation ou inattention ou de fausses interprétations peuvent déclencher cette troisième guerre mondiale. Donc, évidemment, avec des bombes ayant 40 fois la puissance de celle sur Hiroshima seront utilisées et permettant donc d'utiliser toute la population de l'Europe, la Russie, partie des États-Unis aussi. Donc nous sommes aujourd'hui donc de nouveau dans une situation difficile d'incertitude et de crainte, car si jamais Poutine décide de presser le bouton, alors il l'a déjà menacé plusieurs fois, il déclencherait inévitablement cette guerre. Et malgré la riposte immédiate de l'Occident, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants en Europe risqueraient de perdre la vie si cet acte entraînait une escalade dans la guerre nucléaire. Et ainsi, la vision apocalyptique d'un Günther Anders, culminant dans le cri « Hiroshima est partout », serait tristement confirmée. Et rappelons seulement à ce propos que Günther Anders avait vraiment bataillé jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort en 1992, pour le but du mouvement pacifiste qu'il soutenait, à savoir pour l'interdiction totale de toutes les armes nucléaires et de leurs lieux de production. Et c'était aussi le sens de ces tout derniers appels radiophoniques. Oui, oui, oui. S'il était encore vivant, aujourd'hui, je pense, il redoublerait sans nul doute ses efforts allant dans ce sens. Donc, voilà, pour conclure, voilà. Peut-être je vais encore prononcer des phrases pour conclure, si vous m'accordez généreusement. Donc, je dis donc que toute évidence, maintenant, alors, évidemment, il y a chez Fussell toute une philosophie, des réflexions intéressantes sur le possible, sur le danger, sur l'apocalypse, etc., que je ne peux pas plus résumer maintenant pour des raisons de temps. Mais une chose est sûre, il est devenu urgent aujourd'hui d'agir pour rendre possible le possible, précisément parce que de toute évidence, maintenant, comme ça je conclus, le pire est encore devant nous. Il ne faut pas se faire la moindre illusion. Si nous n'empêchons pas rapidement au Proche-Orient, par exemple, et en Ukraine, dans les pays d'Afrique, etc., si nous n'empêchons pas avec la mobilisation de l'opinion publique internationale, la paix, au moins un cessez-le-feu immédiat, n'est-ce pas? Donc, si nous ne réussissons pas, et là je pense à la France, évidemment, ce qui est notre devoir moral en tant que penseur critique, partisan d'une philosophie sociale critique. On ne peut pas complètement contextualiser la situation dans laquelle nous sommes. Mais je pense évidemment à dimanche prochain, si nous ne réussissons pas à construire un mur, une véritable digue de toutes les forces démocratiques pour empêcher l'arrivée au pouvoir des populistes de l'extrême droite en France. Donc, dans ce cas-là, évidemment, nous devons évidemment faire tout, je pense, pour empêcher donc cela. Et il n'est peut-être pas encore trop tard. N'oublions pas, évidemment, que la France est le pays de la Déclaration des droits de l'homme et aussi le pays cofondateur de l'Union européenne. Donc, nous ne devrons pas oublier cela. Quelles seraient les conséquences alors d'un effondrement
d'un tremblement de terre politique en France, alors évidemment qui isolerait la France complètement de l'Union européenne. Donc, il mènerait une politique, n'est-ce pas, de la désignation de l'étranger, de la xénophobie et du nationalisme le plus fanatique possible. Je pense que nous avons le devoir de résistance.